Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité et les débats américains avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, la nuit fut courte parce que vous avez regardé le débat télévisé évidemment entre Kamala Harris et Donald Trump. Ça s'est déroulé cette nuit à Philadelphie et c'était retransmis sur la chaîne ABC. Vous l'avez regardé donc et bien entendu, nous sommes curieux d'entendre votre analyse ce matin, nous qui avons passé une bonne nuit. Alors Laurence, racontez-nous les sujets qui ont été abordés, qui a gagné à votre avis et ce qui va se passer maintenant. Et pour commencer, dites-nous un petit peu quel était l'enjeu de ce débat. L'enjeu, il était vraiment beaucoup plus important pour Kamala Harris. On a raconté comment elle avait renversé la dynamique des sondages depuis la fin juillet. Elle avait 3 points d'avance sur Trump au moment de la convention et ces derniers temps, on commençait à avoir l'impression que ça s'essoufflait un peu puisqu'ils étaient revenus quasiment exactement au coude à coude. Donc, il fallait absolument qu'elle remporte ce débat. Or, elle a moins l'habitude face à un Trump dont on sait qu'il est assez agressif, assez sûr de lui. Vous vous souvenez sans doute d'ailleurs du débat télévisé qu'il avait opposé à Hillary Clinton, c'était en 2016. À un moment, on la voyait parler au public, il y avait du public dans ce débat, et lui, il arpentait la scène derrière elle de manière tout à fait inquiétante. Enfin, c'est un peu Trump, ce genre d'animal politique. Et donc, j'y reviens, il fallait que Kamala Harris gagne ce débat, il fallait qu'elle s'affirme sans pour autant apparaître pour les républicains, et notamment Trump, comme une angry black woman, une femme noire en colère, qui est un stéréotype qu'ils utilisent dès qu'ils le peuvent au sujet de Kamala Harris. Oui, pour la décrédibiliser, oui. Et alors, comment ça s'est passé ? D'abord sur le format, on a entendu que les micros étaient coupés tour à tour ? Oui, alors ça, c'était le fruit d'une négociation très intense entre les démocrates et les républicains. Ce sont les républicains qui ont gagné en l'occurrence en obtenant que les micros soient coupés pendant que l'une personne parle, l'autre, on ne peut pas entendre ce qu'il dit. Et ça les servait plutôt parce que ça allait empêcher les auditeurs, les téléspectateurs, d'entendre les ruminations et les éructations de Trump pendant que Kamala Harris parle, qui le font apparaître quand même comme un peu hors de contrôle. Néanmoins, et ça c'était très frappant dans ce débat, il y avait quand même un écran partagé. C'est-à-dire que quand l'un parlait, on voyait quand même le visage de l'autre et les mimiques qu'il pouvait adopter. En l'occurrence, on a vu une Kamala Harris qui semblait très souriante et un peu moqueuse quand Trump disait un peu n'importe quoi, on va y revenir tout à l'heure. À l'inverse, Trump, lui, regardait devant lui d'un air renfrogné, sans aucune expression autre que sa mauvaise humeur lorsque c'était le tour de Kamala Harris de s'exprimer. Ouais, alors merci pour nous restituer la pantomime, mais sur le fond, de quoi ont-ils parlé ? On ne sait pas encore s'il y aura un autre débat télévisé, donc c'était potentiellement le seul. Ils annonçaient 90 minutes. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus long que ça. On se doute bien que les heures devaient compter double cette nuit à 4h du matin. Bon, ça c'est sûr, mais j'écoutais très attentivement. Du coup, tous les sujets ont été traités quasiment par les deux candidats. Ils ont énormément parlé d'économie, par exemple. Alors, bien évidemment, il l'a attaqué sur le bilan de l'administration Biden en essayant de la lier à cette administration. Elle était VP. Dans sa réponse, Kamala Harris était évidemment gênée parce qu'elle faisait bien entendu partie de l'administration Biden, donc elle peut pas renier et en même temps, elle doit s'en détacher. Elle a insisté sur toutes les mesures qu'elle allait prendre pour les classes moyennes, des mesures supplémentaires par rapport au Bidenomics des 4 dernières années. Donc là-dessus, c'était plutôt pas mal parce qu'elle a apporté un certain nombre de précisions à des lignes de programme qui jusqu'à présent étaient restées un petit peu floues. On voit bien sur l'économie, bien entendu, c'est toujours un élément fondamental du débat américain. On se souvient de la phrase de Clinton, « It's the economy stupid », à propos de ce qui faisait gagner une présidentielle ou pas. Mais il y avait quand même d'autres pommes de discorde majeures entre les candidats, et en particulier celle de l'avortement. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus ? Kamala Harris a à nouveau blâmé Trump d'avoir nommé ces 3 juges à la Cour suprême qui ont fait en sorte que la garantie fédérale à l'avortement soit révoquée. C'est l'arrêt Dobbs de la Cour suprême, juin 2022. Lui a répondu en citant à nouveau ce mensonge que les républicains aiment à diffuser, comme quoi, dans les États progressistes américains aujourd'hui, l'avortement serait autorisé après la naissance d'un enfant, ce qui est évidemment complètement faux. Ce à quoi fait référence Trump, à mon avis, c'est au fait que dans certains États des plus progressistes, il y en a même 7, je les ai comptés, plus le district de Columbia, eh bien, dans ces États, aujourd'hui aux États-Unis, le droit à l'avortement est absolument garanti sans limite dans la grossesse, c'est-à-dire que l'IVG reste théoriquement possible après ce moment très important qui est celui de la viabilité du fœtus.
Je vous rappelle le droit commun en France, l'avortement est autorisé jusqu'à 14 semaines. Après, il reste autorisé pour des cas spéciaux, la santé de la mère, etc. Puis après, il est interdit. Aux États-Unis, dans ces États progressistes, la règle, c'est plutôt 24 semaines, sauf ces 7 États dont je vous ai parlé, dans lesquels il y a carrément pas de limite. Jusqu'à l'accouchement, donc. Oui, Romain, enfin, théoriquement. Je suis désolé, je vous ai interrompu, mais in fine, qu'est-ce qui s'est dit sur l'avortement ? Kamala Harris a dit que si elle était élue, elle s'efforcerait de ramener une garantie fédérale, et elle a souligné, pour finir, combien Trump n'était pas fiable sur ce sujet, puisque il faut savoir que ces derniers mois, il a dit un peu tout et son contraire sur une loi qui, pour le coup, est préparée dans un État très conservateur, la Floride, et qui vise à interdire l'avortement à 6 semaines. Trump a dit qu'il était pour et qu'il était contre, et à nouveau pour et à nouveau contre. Donc, pour conclure, Kamala Harris a pointé les incohérences du candidat républicain sur ce sujet. Et alors, pas de sujet de politique extérieure ? Si, ils ont beaucoup parlé de l'Ukraine, où à nouveau Trump a été en mauvaise posture, puisqu'elle a essayé de lui faire dire s'il était pour ou contre une victoire de l'Ukraine face à la Russie. Et il a refusé à 2 reprises de dire clairement qu'il soutiendrait l'Ukraine. Il a rappelé à nouveau combien il aspirait à la paix et combien il s'efforcerait de faire une négociation immédiate avant même son arrivée à la Maison-Blanche, c'est-à-dire dès qu'il serait élu au mois de novembre, il s'attacherait à organiser une négociation entre les Ukrainiens et les Russes, donc évidemment au bénéfice des Russes. Et toujours en 24 heures ? Mais absolument. Et désolé de revenir un petit peu sur le spectacle, mais enfin, est-ce qu'il y a quand même des moments qui vous ont paru être inattendus, parce qu'on est sur des sujets assez, pas rebattus, mais très identifiés. Donc est-ce qu'il y a des moments qui vous ont paru être plus originaux dans le débat ? Sur l'ensemble de ces 90 minutes, on a donc bien vu tous les sujets sérieux abordés un par un, mais on voyait aussi à quel point Kamala Harris cherchait à faire déraper Donald Trump en le provoquant sur des sujets sur lesquels il est quand même extrêmement susceptible. Donc par exemple, elle est revenue à plusieurs reprises sur la taille de ses meetings. Vous savez qu'il est très touchy sur ce sujet, il pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, et elle a dit que non seulement il n'y avait pas tant de gens qui venaient, mais qu'en plus c'était boring, ennuyeux, et que les gens quittaient ces meetings avant la fin. Et ça n'a pas loupé, Trump était très énervé et parti dans une sorte de dérapage verbal de plusieurs minutes, pendant lesquelles on voyait le visage de Kamala Harris un petit peu moqueur de son côté. Il y a eu aussi un moment complètement délirant. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a énormément de blagues qui sont faites à ce sujet. Lorsque Trump est parti dans une diatribe complètement délirante sur le fait que les immigrés haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, mangent les chiens et les chats et les animaux de compagnie de leurs voisins, le maire de Springfield ayant lui-même dit que c'était complètement faux. Et il a été baqué d'ailleurs par ses propres forces de police. Oui, tout à fait. Et c'est précisément après ce genre de délire que Kamala Harris a pu enchaîner en disant « Et vous voyez, c'est bien pour cela que j'ai le soutien aujourd'hui de 200 républicains qui ont travaillé dans l'administration Trump entre 2016 et 2020, ce qui lui permettait de marquer un point assez efficace, j'ai trouvé. » Pour en terminer avec cette histoire de délire trumpien, le média CNN a fait le compte des fake news proférées par Trump au cours du débat. Ils en ont compté plus de 30, alors qu'ils n'en ont compté qu'une chez Kamala Harris. Donc là, victoire absolue par chaos de Trump en matière de fake news. Mais en dehors de ce qu'on est presque tenté de dire du folklore trumpien, est-ce qu'il y a des sujets graves qui vous semblent ne pas avoir été évoqués par les 2 candidats ? Oui, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas beaucoup parlé de la Chine, sauf pour parler des questions commerciales qui ont été abordées dans la partie sur l'économie. Donc rien sur les droits de l'homme en Chine, les questions géopolitiques, etc. Mais c'est peut-être pas très grave parce qu'en l'occurrence, c'est l'un des sujets sur lesquels ils sont sans doute le plus d'accord. Alors maintenant, revenons-en à la question à $1 million. Qui, selon vous, Laurence, a gagné ce débat ? Alors, attention, un petit disclaimer pour commencer. Ce matin, les 2 camps assurent avoir gagné, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Et puis, deuxième avertissement, le débat ne fera pas changer d'avis les électeurs qui sont déjà convaincus. Mais maintenant, je sors du bois. Je pense que c'est plutôt elle qui a gagné, et je vous donne 2 raisons. La première, c'est que les républicains ont commencé à se plaindre des 2 modérateurs du débat tout de suite. Selon eux, ils auraient avantagé Kamala Harris contre Donald Trump. Donc il y a une sorte de reconnaissance en creux de la défaite de Trump. Mais c'est ce qui me paraît évident. Et puis, la seconde raison, c'est Taylor Swift, qui, quelques minutes après la fin du débat, a enfin annoncé son soutien à Kamala Harris. Et ça, c'est un scoop gigantesque ? Ben oui, parce que côté démocrate, on attendait depuis des mois, depuis Biden déjà, qu'elle se déclare en soutien du candidat démocrate, ce n'était jamais venu. Et le fait que ça vienne après ce débat si important, je pense que c'est vraiment un coup de pouce pour le camp démocrate.
Oui, juste un commentaire pour donner une idée de la magnitude de l'influence de Taylor Swift. Elle a donc fait un post endossant Kamala Harris sur son Instagram. Son Instagram, c'est plus de 280 millions d'abonnés. Et ça, c'était au cours de la nuit. Et à l'heure où on parle quelques heures après, on a déjà 6 millions de likes. Donc on est sur des échelles qui font tourner la tête. Mais au-delà, si on peut dire de Taylor Swift, si Kamala Harris a gagné, Laurence, vous attribuez son succès à quoi ? Je crois que Kamala Harris avait beaucoup de pression pour réussir ce débat et qu'elle l'a préparé extrêmement sérieusement. On sait qu'elle s'était retirée depuis plusieurs jours déjà avec ses équipes pour travailler. Elle est donc apparue comme quand même assez agressive, assez dominatrice par rapport à Donald Trump, mais sans plonger dans les excès, comme on le disait tout à l'heure, de la angry black woman. Elle est apparue sérieuse et souriante à la fois. C'était vraiment un équilibre difficile à trouver, mais elle l'a trouvé. Et pour finir, elle est apparue, je trouve, très présidentielle. Et beaucoup plus que lui, qui était vraiment le vieil homme grognon pendant l'essentiel du débat. Au-delà de leurs propos sur le fond, on sait à quel point l'attitude que projettent les candidats lors des débats télévisés est importante pour leur victoire ou leur défaite finale. Donc je pense que ce débat est une excellente chose pour la campagne démocrate. On va voir maintenant comment ça se traduit dans les sondages. Donc un débat, selon vous, perdu pour Trump, mais est-ce qu'il aura une deuxième chance, Trump ? Est-ce qu'il y aura un deuxième débat ? Hier, il n'en était pas question, mais à l'issue du débat, les uns et les autres réfléchissent à la possibilité d'en faire un second. Les démocrates parce qu'ils l'ont gagné, et les républicains parce qu'ils l'ont perdu, justement. Mais n'oublions pas qu'il y aura aussi un débat télévisé entre les vice-présidents, donc J.D. Vance côté républicain, Tim Walz côté démocrate, ce sera le 1er octobre. Oui, le 1er octobre, parce que nous l'oublions pas, l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est dans moins de 2 mois. La date du scrutin, c'est le mardi 4 novembre, ça va très vite, d'autant plus que le vote anticipé va commencer à partir du 20 septembre dans certains États. Et nous serons là pour les commenter. Merci pour ce débrief à chaud du débat, Laurence. Je vous laisse regagner votre lit et je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.